Eh bien, on va pouvoir débuter. On a attendu une petite dizaine de minutes parce qu'il y a des problèmes de transport, donc pour faire venir les retardataires. Mais on ne peut pas attendre plus puisqu'il y a le live de Facebook et il faut donc démarrer presque à l'heure. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui au Pavillon de l'Eau pour ce colloque de la Fondation française pour la recherche en épilepsie. C'est le colloque grand public qui est un rendez-vous annuel depuis maintenant de nombreuses années qui permet qui autorise, qui facilite le contact entre les familles, les patients et les spécialistes de l'épilepsie, les experts de leur domaine qui sont ici présents et qui vont pouvoir parler de sujets à la fois très pointus, mais aussi de sujets de tous les jours, avec d'autres experts, infirmiers, pharmaciens, parents d'enfants malades, et qui vont pouvoir confronter des expériences et les partager avec tous les gens de l'Assemblée et en live sur Facebook. Ça permet de remplir également 2 missions statutaires de la Fondation qui sont importantes. À côté de la recherche sur l'épilepsie, la Fondation a pour mission d'informer sur l'épilepsie et de soutenir les patients et leurs familles atteints par l'épilepsie. Alors le sujet en 2023, c'est l'épilepsie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Prise en charge globale. Alors, on le verra, hein, la prise en charge globale, c'est un grand mot, on en parle beaucoup, mais c'est quoi cette globalité et faut-il inclure, et c'est indispensable, les problèmes de la vie quotidienne, on y reviendra largement. Alors, c'est un sujet important en raison du nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui débutent l'épilepsie, plus de 50%. Cette épilepsie, à cet âge-là, est complexe à plusieurs titres. D'abord, par la multitude des formes de l'épilepsie. Il y a des épilepsies génétiques, il y a des épilepsies de toute nature, et facilement plus d'une cinquantaine de causes d'épilepsie, donc des causes différentes, des traitements différents et des problématiques bien différentes. Complexité aussi pour tout ce qui entoure la vie quotidienne de l'épilepsie. Chaque enfant, chaque ado, chaque jeune adulte est confronté dans sa vie quotidienne à des activités aussi simples et basiques que le sport, que les loisirs, que la vie en communauté, que la vie amoureuse, tout un tas de situations qui sont évidemment problématiques en cas d'épilepsie et pour lequel les uns et les autres ont bien besoin de conseils. Complexe, enfin, un cas très particulier dont on parle souvent et qui est également très problématique, c'est la transition enfant-adulte. Alors, il y aura probablement un sujet de colloque un jour sur une autre transition difficile, celle de l'adulte et de la personne âgée. Ce sont toujours des périodes un petit peu problématiques qui tiennent à la fois aux patients, à la fois aux médecins, à la fois l'entourage. Tout ça change de manière assez insidieuse et on ne peut pas répondre aux problématiques de la même manière à l'âge de l'enfant et à l'âge de l'adulte. Donc ce sont beaucoup de questions qui vont être prises en compte lors des tables rondes. Les tables rondes, c'est le process mis en place depuis maintenant de nombreuses années dans ces colloques, avec une animatrice qui est Cécile Coumeau, qui nous avait déjà accompagnés l'an passé. Elle a accepté cette année de renouveler l'expérience et je la remercie très chaleureusement. Les tables rondes sont faites avec des experts divers et variés, que je remercie très chaleureusement également d'être présents. C'est Cécile Coumeau qui vous les présentera avec le programme de ces tables rondes. Avant le débat, il me reste à remercier un certain nombre de personnes. Outre les intervenants,
Je remercie le pavillon de l'Auve. C'est la première fois que nous organisons un colloque dans ces locaux. C'est aussi l'occasion de découvrir la maison et ses expositions permanentes et temporaires. Merci à Marie-Noëlle Mussato qui a coordonné l'ensemble de l'événement. À Comopno et Justine Lepelletier qui s'occupent de l'accueil et qui seront en charge des micros pour les questions. À Guillaume Ascension et Lucas Van Klinpoot, nom qui n'est pas simple à prononcer, pour leurs efforts techniques, pour la bonne réalisation de ce colloque et pour le partage sur Facebook Live et sur le replay qui sera présent sur le site de la Fondation. Un grand merci aussi, bien sûr, à Emmanuel Rouberti, qui, dans une situation un petit peu délicate sur le point de l'effectif de l'équipe, a pu mener à bien ce colloque. Il me reste à être très bref. Très bon colloque à tous et on se revoit à l'issue pour le débriefing. Je passe la parole à Cécile Coumeau. Dominique Felten, merci. Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-midi donc de débat, essentiellement autour des épilepsies de l'enfant, donc de l'adolescent et du jeune adulte. Alors on va plus particulièrement se pencher sur cette période charnière, évidemment, parce que le passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, mais c'est encore plus compliqué, évidemment, pour des jeunes qui ont une maladie chronique telle que l'épilepsie. D'autant que, comme l'écrivait le neurologue américain William Lennox, il n'y a pas d'autre affection que l'épilepsie pour laquelle les préjugés sociaux sont pires que la maladie elle-même. Alors, il écrivait ça, certes, il y a 50 ans, donc on va voir si ça s'est amélioré depuis. Donc, sans attendre, on va ouvrir notre première table ronde consacrée aux épilepsies de l'enfant. Pour aborder ce sujet, nous avons d'abord deux experts, le professeur Sylviane Guyenne, qui est chef de service de neurologie pédiatrique au pôle enfants CHRU de Lille. Bonjour. Le professeur Stéphane Auvin, chef de service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et je vous présenterai nos deux intervenantes suivantes pour la suite de la table ronde. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, professeur Auvin. On va faire un petit point sur les avancées dans la connaissance et les traitements chez l'enfant. Je vous laisse la parole. Oui. Un, deux, un, deux. Celui-là, il marche. C'est pas grave, Sylvie est en mute. Mais en préparant la table ronde, une des questions qui m'était posée, qui est difficile, c'était qu'est-ce qui est nouveau et quelles sont les innovations. Et c'est le sujet qu'on voulait aborder. Et on a fait donc des choix. Je vais prendre un exemple un peu trivial. Qu'est-ce qui est nouveau en médecine? Plein de trucs. Est-ce que vous pouvez résumer en 10 minutes? Non. Les épilepsies, c'est pas l'épilepsie, c'est les épilepsies. Il y a plein d'épilepsies. Il y a des choses nouvelles, ça ne change pas forcément la vie de tous les patients tous les jours. Ce qui est nouveau et technique et pas forcément avec un impact quotidien dans les familles. Et ce qui n'est pas forcément ultra technique, mais qui sont des nouvelles façons de prendre en charge ou des parcours de soins ou des décisions politiques qui vont peut-être mettre 10 ans pour s'appliquer, avoir un impact, va changer un peu plus la vie. Mais ce n'est pas la façon dont on mesure les choses sur le plan scientifique. Donc ce n'est pas forcément ce que je vais vous présenter. Sur cette diapositive, des choses un peu techniques. Pour regrouper les épilepsies, les professionnels de santé qui s'occupent des patients avec épilepsie ont pour habitude de parler de syndrome. Toutes les épilepsies ne rentrent pas dans un syndrome, mais la dernière classification datait de 1989, donc il y avait besoin de faire un peu une mise à jour de tout ça. Et c'est un résumé un peu rapide. Vous voyez en bleu, c'est les épilepsies avec crise focale. En vert, les épilepsies généralisées. En jaune, les focales et généralisées. Et si on peut passer la prochaine diapositive, vous verrez ce qu'on appelle les encéphalopathies épileptiques et développementales et les épilepsies dans le cadre de maladies neurologiques progressives. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu une mise à jour de ces syndromes. Ça ne bouleverse pas forcément complètement les choses. Ça permet potentiellement que les critères diagnostiques, qui étaient plutôt en fait en 1989 un texte descriptif, il y a toujours un texte descriptif,
mais il y a eu un effort des experts qui ont fait cette mise à jour en 2022 de savoir quels sont les critères obligatoires, quels sont les critères qui excluent le diagnostic et quand est-ce qu'il doit y avoir entre guillemets une prudence pour faire le diagnostic quand il y a des éléments, soit sur la clinique, soit sur le EG, soit dans l'histoire du patient, soit dans l'évolution du patient, qui fait que ce diagnostic est possible, mais voilà, prudence, c'est quelque chose qui est peu fréquent dans ce syndrome. Ça va avoir un impact, c'est-à-dire que toutes les publications scientifiques qui vont venir dans les années vont de plus en plus utiliser ces éléments et ces éléments de critères. Ça, c'est juste pour la mise à jour, mais c'est difficile de ne pas évoquer cette classification 2022 parce que c'est quand même un changement important dans la continuité. Voilà. L'autre chose, forcément, beaucoup des traitements des épilepsies sont basés sur les traitements médicamenteux. Ce n'est pas les seuls traitements, hein, bien entendu, il y a d'autres options, on pourra en discuter aujourd'hui. Les traitements médicamenteux, il y en a différents types et j'ai choisi, parti pris, de parler de deux choses récentes dont vous avez peut-être entendu parler ou dont on entend citer dans les chats, dans les réseaux sociaux. Donc ça a été un parti pris de parler des choses qui émergent un peu, mais il n'y a pas de volonté particulière de mettre en exergue ces éléments-là. Si j'ai fait ce graphe un peu technique, c'est pour vous expliquer comment on fait la démonstration. C'est un peu technique, mais en même temps, c'est hyper important sur l'impact que ça a dans un deuxième temps. Pour à peu près toutes les épilepsies, quelle que soit leur forme aujourd'hui, pour réussir à démontrer qu'un médicament est efficace, sans choisir des patients bien moins malades et puis en jetant ceux qui ne nous intéressent pas, comme pour l'hydroxychloroquine par exemple, pour ne citer personne, on a des essais qui sont randomisés en double aveugle. Ça veut dire que le médecin ne sait pas ce qu'il donne, le patient ne sait pas ce qu'il donne, c'est pas à son insu, hein, il est d'accord de rentrer dans un essai clinique. Et puis on donne des informations avant, hein, on ne fait pas d'expérimentation sur les gens sans leur demander leur accord, on est bien d'accord. Donc en fonction du type d'épilepsie, les patients vont compter souvent des crises, différents types de crises, puis ils vont être tirés au sort soit vers le traitement, soit vers le placebo, la ligne verte. Et puis pendant une période qu'on appelle de maintenance en anglais, en tout cas d'observation, on va compter les crises pendant 12 semaines dans les deux groupes. Et puis si le patient, au bout de 12 semaines, pendant les 12 semaines, on va comparer à qu'est-ce qui s'était passé pendant les 4 semaines avant traitement. Et pareil dans le placebo. Et si c'est différent, on a démontré l'efficacité. L'essai s'arrête là, entre guillemets, sur le plan scientifique pour répondre c'est plus efficace ou c'est moins efficace. Mais bien entendu, tous ceux qui ont été dans le placebo, sauf s'ils ont décidé de sortir, puisqu'à tout moment dans un essai clinique, on peut dire sans justification, stop, j'arrête, je m'en vais, et vous n'avez pas à vous justifier. Forcément, les patients qui auront attendu 12 semaines, ils vont aller dans une étude d'extension où ils vont avoir l'exposition au traitement. Ce que je veux dire par là, il n'y a personne qui se retrouve sous un placebo sans aucun bénéfice derrière en pratique, et c'est un peu la réalité. Quand on entre dans un essai clinique, soit on a le traitement tout de suite, et on ne le sait pas, soit on aura un traitement après 12 semaines, et on ne le sait pas non plus, mais tout le monde aura le traitement, sauf si vous décidez de sortir. Suivant. J'ai choisi deux molécules qui n'ont rien de particulier, je n'ai pas d'action particulière pour vous vendre ces molécules. Le cénobamat, qui s'appelle Ontozery, qui a une autorisation chez l'adulte pour le moment. Il y aura des études pédiatriques. Cette molécule a une résonance particulière dans le monde de la neurologie, parce qu'en fait, la plupart du temps, si on peut juste revenir en arrière, la différence entre le bras bleu et le bras vert, c'est qu'en général, le taux de répondeur, c'est-à-dire baisse de 50% de la fréquence des crises pendant la phase de maintenance par rapport à la phase de baseline, le taux de répondeur, c'est 30 à 40%. Le taux de libre de crise, c'est 5, maximum 10% pour les meilleures molécules quand on prend toutes les molécules, tous les syndromes confondus jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le Pérou. Mais là, tous les patients qui sont rentrés dans ces essais, en général, sont des patients qui ont déjà un traitement et qui ont déjà résisté à plusieurs molécules. Suivante. Quand on regarde le taux de répondeur à 100%, vous voyez, chez les patients qui ont du cénobamat, là, la dernière ligne, c'est 100% répondeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de crise pendant 12 semaines. Vous avez dans le placebo quasiment aucun. Et puis quand vous voyez dans la dose la plus élevée, on est aux alentours de 20%. C'est-à-dire le double de ce qui a été montré jusqu'à aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que c'est une meilleure molécule que les autres. Scientifiquement, on n'a pas le droit. Les essais ont été faits à des moments différents, avec des populations différentes. Vous n'avez pas le droit de comparer ce 20% au 10%. Mais malgré tout, c'est le double. Dans tous nos esprits, ça a frappé en disant il y a peut-être quelque chose de spécial avec cette molécule, on ne le sait pas encore. On peut faire des trucs un peu sioux, en faisant ce qu'on appelle des analyses en réseau, c'est-à-dire
Je vous passe le détail statistique, mais en prenant tous les résultats de tous les autres essais et de mettre en comparaison pour essayer de voir si finalement la molécule est plus efficace qu'une autre. C'est une approche, ce n'est pas une démonstration scientifique. Aujourd'hui, aucune agence de régulation, aucune agence qui va rembourser un médicament se basera sur le truc un peu sioux qui a été fait de l'autre côté. C'est une espèce d'évaluation. On sait juste que c'est mieux qu'un placebo. Mais voilà, malgré tout, ça a marqué les esprits. Et pour certains d'entre vous, vous en avez peut-être entendu parler. C'est pour ça que je l'ai mis là. La suivante, au-delà des épilepsies avec crise focale, qui est l'essai que je vous ai montré avant, qui est quand même la situation la plus fréquente en pédiatrie comme à l'âge adulte, il y a aussi des épilepsies qui sont plus rares, suivantes, comme le syndrome de Dravet. Dans les molécules les plus récentes pour le syndrome de Dravet, il y a une molécule qui s'appelle la fenfluramine, qui est un truc qui avait été enterré dans les années 70, qui était un médicament qui servait à perdre du poids, mais avec ce traitement, il y avait un risque sur le plan cardiaque, donc ça nécessite une surveillance attentive. Et donc il y a 2 essais cliniques qui ont été faits. Même chose, là, si vous voyez, le 50 au milieu, c'est ceux qui sont répondeurs à 50%, donc baisse de 50% de la fréquence des crises, 12% dans le placebo, 38% avec la dose à 0,2 et 68% de baisse d'au moins 50% de la fréquence des crises, en sachant que c'est dans le syndrome de Dravet, 100% des patients sont pharmacorésistants et à ce jour, ils le sont et ils le seront malheureusement pour toujours tant qu'on n'a pas de traitement spécifique. La suivante, juste pour illustrer les choses, même au-delà du traitement qui avait l'AMM jusqu'à présent, qui était un peu le traitement de référence, j'exagère en disant ça, c'est-à-dire que c'est des patients qui avaient déjà une molécule, qui avaient une autorisation pour le syndrome de Dravet, vous voyez qu'on se retrouve avec 4,5% dans le placebo de baisse de 50% des crises et 53% dans le groupe traitement. Cette molécule a pour le moment en Europe une seule autorisation, le syndrome de Dravet. Il y aura probablement, il y a un essai positif pour une autre forme d'épilepsie rare qui est le syndrome de Lennox-Gastaut, mais pour le moment l'AMM européenne n'est pas encore présente, elle est aux US, c'est juste une histoire d'autorisation et de loi, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas à un moment ou à un autre. Voilà. Donc encore une fois, je peux répondre à vos questions, je sais que c'est ultra technique, mais si vous traînez sur les réseaux et que vous regardez, vous allez avoir des questions autour de ça. Vous êtes bien accroché à votre siège? Mettez votre ceinture de sécurité parce qu'on va voler très très haut pour un truc rare, mais vous allez en entendre parler. Suivant. On va rentrer dans le monde de la biologie. Vous avez peut-être entendu, pour certaines des épilepsies, et ce ne sera pas valable pour toutes les épilepsies, mais les thérapies géniques sont en train d'arriver dans le monde des épilepsies. Ce qui sous-entend qu'il faut avoir une cause génétique de l'épilepsie, soit globale, soit sur un bout du tissu. Par exemple, les patients qui ont des malformations du développement cortical, on sait qu'il y a des mutations. Est-ce qu'un jour il y aura des thérapies géniques ciblées dans des zones du cortex? Personne ne le sait, mais ça pourrait. Il y a 2 types de thérapies qui modifient entre guillemets l'aspect génétique, et je vous l'explique. J'ai dessiné une cellule, la surface de la cellule, le noyau, à l'intérieur l'ADN. Maintenant tout le monde sait ce que c'est que l'ADN. Pour réussir à fabriquer des protéines suivantes, tout le monde maintenant est au courant qu'on fabrique des ARN messagers. Ça vous rappelle un truc? Covid nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est que pour ça à mon avis. Suivant, grâce à ces ARN messagers, on fabrique des bouts de protéines qui sont, par exemple des récepteurs ou des choses qui vont aider à faire fonctionner la cellule. Suivante, et les protéines sont exprimées à la surface. Par exemple, ça peut être un récepteur pour des choses qui augmentent l'électricité ou qui la baissent dans le cerveau. Je schématise beaucoup, je répondrai aux questions ultra techniques que pendant la pause. Suivante. Peu importe. Suivante. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une erreur dans l'information génétique. Donc cette information génétique qui est dans le noyau, l'ADN, c'est le cahier des charges de l'usine. On ne renverse pas son café dessus, sinon on ne sait plus faire tourner l'usine. Donc on fait des copies de travail, ARN messager. S'il y a une erreur dans notre patrimoine génétique, l'ARN va être anormal et on va fabriquer des bouts, pas comme il faut, mais quand vous avez un seul de votre copie de l'ADN, vous savez qu'on a des paires de chromosomes, donc on a une copie de tous nos gènes en 2 paires, parce qu'on a des paires de chromosomes. Si on a la moitié de notre ADN pour lequel il y a une mutation, on va produire 50% d'ARN messagers anormaux et 50% d'ARN messagers normaux. On va fabriquer 50% de protéines normales et 50% de protéines anormales. Ça va, vous me suivez? Ne desserrez pas votre ceinture. On continue. 2 types de thérapies géniques. Les oligonucléotides antisens. Désolé pour ce mot chinois de docteur. Suivant. Qu'est-ce que c'est que les oligonucléotides antisens? On se retrouve exactement dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a, vous voyez du côté rouge, quand on a
entre guillemets, une protéine malade, vous allez fabriquer 50% d'ARN messagers normaux, 50% d'ARN messagers anormaux. Et grâce à ces protéines très spécifiques, suivantes, encore une fois, on va se retrouver... Ah non, pardon, je suis un peu rapide. On va se retrouver avec, vous voyez le petit truc rouge qui se met, on va se retrouver avec les ARN messagers qui sont normaux, augmentés en production, et les ARN messagers qui ont copié l'erreur, parce que c'était écrit dans l'ADN l'erreur, on va les détruire. Ce qui veut dire qu'on va artificiellement, grâce à ce qu'on appelle ces oligonucléotides antisens, fabriquer, ou en tout cas approcher d'une quantité de protéines normale et pas de protéines anormales. Avantage de ces thérapies, pas de matériel exogène génétique, c'est que de l'artificiel. Je sais que ça peut défriser de se dire « Oh là là, on injecte des trucs artificiels ». J'imagine bien, mais je répondrai à vos questions. Il y a plein d'essais de sécurité. Mais bon, à un moment, on pourra rediscuter de ça. Inconvénient, tant que les petits trucs rouges, là, ces fameux oligonucléotides antisens sont présents, ça marche. Une fois qu'on a notre corps élimine tout ce qui n'est pas fabriqué par notre corps, il va falloir réinjecter des oligonucléotides antisens. Donc un des gros avantages, pas de matériel exogène. Inconvénient, répéter les injections dans ces thérapies ciblées. Ce n'est pas une injection et on est guéri de toute sa vie, même dans ces épilepsies génétiques. Autre stratégie qui existe, encore une fois, on a un ADN normal, un ADN anormal. On va fabriquer 50% d'ARN messagers normaux, 50% d'ARN messagers anormaux, donc la moitié-moitié des protéines suivantes. On peut injecter un virus, un adénovirus par exemple, qui va être ciblé, on va le modifier génétiquement pour qu'il cible des cellules très spécifiques du cerveau et pas toutes les cellules, et ça va aller injecter un ADN qui lui va être incorporé et va fabriquer 100% de protéines normales. Ça, c'est une thérapie génique complète avec vecteur viral, et c'est une autre stratégie. Inconvénient, il y a un virus. Il faut, au début, si on ne veut pas que notre système immunitaire, nos globules blancs, ils sont là pour nous défendre des infections. Donc, inconvénient, il va falloir mettre un traitement qui va baisser nos défenses de nos corps, immunosuppresseur, dans les 3 mois qui suivent l'injection de l'adénovirus, de façon à ce qu'on ne détruise pas le médicament, entre guillemets, puisque malgré tout, là, le virus est le médicament, puisqu'il transporte cette information génétique. Et puis après, dans un deuxième temps, on va avoir l'exploration. Donc là, on est aux prémices de ça. Cette phase-là, elle est sur le point de passer à la phase humaine. Les oligonucléotides antisens, dans ce syndrome de Dravet, que j'ai déjà évoqué avec la fenfluramine, l'essai de sécurité a été fait et ils sont prêts. Le projet, c'est de débuter un essai pour démontrer l'efficacité. Suivant. Vous pouvez lâcher votre ceinture. Vous avez survécu, ça va? J'ai essayé de faire, mais si c'est trop technique, vous me le dites, je reprendrai, désolé. Le cannabis, c'est vieux comme le monde. Le cannabis, on en parle dans les épilepsies. Je ne voulais pas en parler, on en parle toujours. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau dans le cannabis. C'est que du vieux, c'est un antiépileptique comme un autre, ça dépend de quelle partie on parle. Dans le cannabis, il y a plein de produits différents. Il y a 2 cannabidiols majeurs, le CBD, cannabidiol, et le THC, le tétrahydrocannabidiol. Le CBD, c'est neuromodulateur, ça ne se fixe pas sur les récepteurs aux cannabinoïdes. Le THC, ça se fixe sur les récepteurs aux cannabinoïdes, et ça peut faire planer. Usage récréatif, comme disent nos amis américains. Suivant. Vous connaissez ces trucs-là? Parce qu'en fait, je fais un peu le poil à gratter, et je m'en excuse à l'avance. Très souvent, on me dit, ou on me disait, parce que maintenant c'est moins à la mode quand même, vous savez, le cannabis, c'est une plante, c'est naturel. Le champignon est naturel, la fleur aussi. Suivante. Amanite phalloïde. Vous faites une petite poêlée de champignons, demain matin, vous êtes candidat à la greffe du foie. Très, très toxique. Digital. Vous faites une petite tisane, votre cœur va s'arrêter de battre cette nuit. C'est naturel. C'est un produit naturel, c'est une plante, tout va bien. Il ne faut pas surinterpréter. C'est pas parce que le cannabis est une plante que tout est complètement naturel et que c'est forcément magnifique. Suivant. Dans le CBD, clairement, le CBD est antiépileptique. Il y a la démonstration scientifique telle que je vous l'ai montrée avec ces fameux essais randomisés pour le syndrome de Lennox-Gastaut, pour le syndrome de Dravet, pour la sclérose tubéreuse de Bourneville. C'est purement interprétatif, j'assume complètement ce que je dis. Dans beaucoup d'épilepsies, on a démontré l'efficacité de telles molécules A, B, C, D, E, F, dans certaines épilepsies, mais pas dans toutes.
Mais quand on a suffisamment d'informations, les prescripteurs ont prescrit dans d'autres formes, parce qu'à un moment, je ne vais pas vous dire « Ah ben, vous avez une forme d'épilepsie, on n'a jamais fait d'essai clinique, donc je ne peux rien vous prescrire ». Donc par nos connaissances et par la réalité du terrain, on sait prescrire des choses qui n'ont pas forcément été étudiées, mais on sait que telle forme d'épilepsie a tel type de crise, tel type de crise, tel type de EEG, et on sait se débrouiller. Il n'y a pas de raison de penser que le CBD, comme antiépileptique, est actif uniquement dans ces syndromes-là. Il n'y a pas de raison de penser non plus que le CBD fasse votre ménage, prépare votre lessive et remplisse votre frigo tout seul. Ça a beau être une plante, c'est pas complètement magique. Il y a une vraie question scientifique pour laquelle on n'a pas encore répondu. Est-ce que ça a un impact sur des événements qui sont non liés aux crises ? Par exemple, dans l'épilepsie, les troubles du comportement, des traits comportementaux. La question se pose. À ma connaissance, aucun antiépileptique, aucun médicament qui agit sur le cerveau n'augmente l'intelligence. C'est dommage pour l'humanité. Mais c'est tout aussi vrai pour le CBD, je pense. C'est un antiépileptique. Et à un moment ou à un autre, il y a aussi un impact cognitif. Donc c'est toujours une balance bénéfice-risque. Dernier point, un vieux poster. 2019, j'ai pris ce poster en photo à l'American Epilepsy Society, juste la précédente. Vous voyez tous les petits logos en bas. Si on peut voir la précédente. C'est des pharmaciens qui ont acheté, aux US, le truc, la régulation est un peu différente. Ils ont acheté un tas de CBD sur Internet. Et puis ils ont regardé différents trucs. Suivante. Ils ont regardé deux choses. Le contenu en CBD qui était écrit sur l'étiquette, vous voyez les petits traits là, les petits traits en haut et en bas, c'est la quantité qui était soi-disant théorique dans les flacons. Chaque barre est un des flacons analysés. Vous voyez qu'il y a plus d'un tiers des flacons qui ont moins que ce qui est écrit sur l'étiquette. Vous voyez qu'il y a 1/5 qui a une concentration au-dessus de ce qui est écrit sur l'étiquette en CBD. Dernier truc en bas, THC. C'est censé ne pas contenir du THC. Vous prenez un produit, vous n'avez pas envie de planer. Enfin, sauf si vous avez décidé de planer, mais dans ce cas-là, vous allez au coin de la rue, vous n'achetez pas un truc sur Internet. Vous voyez qu'il y a à peu près, allez, on va dire, un petit quart qui est avec du THC. Et surtout, les 3-4 dernières lignes, vous ne voyez pas très bien, mais il y a des chiffres qu'on ne voit pas là. C'est écrit 20, 40, 60, 80. 20, c'est la concentration maximum aux US dans l'État du Colorado, autorisée pour l'utilisation récréative. Récréative, hein, genre pour planer. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de flacons qui contiennent plus. Ce que je veux dire par là, c'est le CBD ou les dérivés du cannabis dans d'autres indications que l'épilepsie. Pour le moment, en épilepsie, on ne parle que de CBD. S'il y a des questions, je répondrai autour de ça. Les produits qui sont de fabrication pharmaceutique, oui. Garantis par une agence de médicaments, oui. Les trucs surachetés sur Internet, vous avez tout de suite la conclusion de mon message que je voulais faire passer. Voilà. Il y a probablement plein d'autres innovations. Je suis disponible pour répondre à ces questions. On est là pour ça. Ça a été un parti pris de choisir certains sujets, mais je pense qu'ils sont des sujets dont vous discutez souvent. En tout cas, c'est mon impression dans mes consultations. Merci professeur Auvin. Donc ceux qui veulent une séance de rattrapage, il y en aura tout à l'heure avec les questions-réponses. Ceux qui veulent aussi parler des traitements existants dont on n'a pas parlé là, parce que comme on disait, on a fait un parti pris, vous pouvez évidemment les questionner les experts qui sont ici également. Alors on va maintenant passer, je dirais, au cœur du sujet, à la thématique d'aujourd'hui, la vie quotidienne des patients, hein, celle que vous, parents, proches de patients ou patients vous-même devez gérer, évidemment avec l'équipe soignante. Alors, je vais appeler autour de la table ronde nos deux autres invités, Marion Danse et Agathe Leleu. Marion Danse, voilà, donc, qui est donc infirmière, Marion Danse, asseyez, voilà, ici même, Agathe Leleu, ici même. Donc Marion Danse, qui est infirmière en pratique avancée au service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, et Agathe Leleu, pharmacien clinicien au CHRU de Lille, au service du professeur Nguyen d'ailleurs. Donc on est en famille. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire je dirais le moment du diagnostic. D'après une étude de la Haute Autorité de Santé qui a été publiée cette année sur les pratiques de prise en charge des épilepsies, eh bien, le diagnostic n'est pas toujours posé par un neurologue. Et au moment de l'instauration des traitements, seul un gros quart des moins de 15 ans ont eu un EEG. Comment est-ce que, professeur Nguyen, professeur Auvin, vous réagissez à ces chiffres? Professeur Nguyen, je vous laisse prendre la parole. C'est vrai que c'est toujours un peu la même question. Alors,
On en reparlera après un petit peu dans le parcours de soins, etc. Alors, ce que je dis toujours, j'ai l'impression de me répéter, c'est que le problème de l'épilepsie, c'est une maladie qui est ni rare ni fréquente. Ça veut dire que c'est pas une maladie rare, suffisamment rare pour dire il y a un centre par région, un centre par département. Alors, même si on a des centres épilepsie rares, et chaque type d'épilepsie, le Dravet, syndrome de Dravet, c'est une maladie rare, mais globalement l'épilepsie. Et en même temps, c'est pas une maladie suffisamment fréquente pour que tout le monde la connaisse. C'est un peu un entre-deux. C'est un peu en entre-deux. Et donc, on a du mal à trouver des organisations de soins qui permettent de répondre bien à ce type de pathologie, parce que les maladies rares, on a tout un plan maladies rares, etc., avec des centres experts. Et les maladies fréquentes, c'est les médecins traitants qui prennent en charge. L'hypertension artérielle, ça va être le médecin traitant. L'hypercholestérolémie, ça va être le médecin traitant. Et entre les deux, c'est un peu difficile parce que les médecins traitants, ils voient peu de patients épileptiques, finalement, en particulier des enfants. Enfin, dans leur propre clientèle, généralement, les médecins traitants, ils ont 1 à 2 patients enfants épileptiques. Donc, on ne peut pas leur demander d'être toujours parfaitement au point. Et puis, les centres maladies rares ne sont pas toujours très accessibles non plus. Et là, vous parliez spécifiquement de l'accès à l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui n'est pas toujours facile partout en France, parce que tous les neurologues ne pratiquent pas l'électroencéphalogramme. Et que faire un électroencéphalogramme chez l'enfant, comme beaucoup d'autres actes, c'est-à-dire la prise de sang pour vous, vous avez un peu peur, ça va piquer, mais la prise de sang pour un enfant de 2 ans, ça peut être beaucoup plus compliqué. L'électroencéphalogramme, c'est pareil, il faut avoir un peu l'expertise d'enregistrer des enfants, il faut que les enfants dorment parce que sinon, généralement, ils bougent. Donc, on a besoin d'avoir du sommeil, ça prend du temps. Donc, cet accès-là ne m'étonne pas. Donc, ça ne vous étonne pas. Les ressources, malheureusement, à disposition ne sont pas tout à toujours fait dimensionnées pour les besoins. D'accord, on en reparlera effectivement au cours du parcours de soins. Alors,